L'histoire de la médecine a aussi sa place à table. Pendant près de 2000 ans, la diététique a puisé à la source de la médecine d'Hippocrate. Aliments chauds ou froids, secs ou humides, épices, sauces servaient à réguler les humeurs, voire à guérir les malades. Avec les nombreuses découvertes réalisées à partir du XVIIIe siècle en chimie, en physiologie ou en biologie, la diététique s'est progressivement transformée en science de la nutrition. Science Chrono vous raconte aujourd'hui par le menu cette histoire encore sur le feu de la diététique. Bonjour Bruno Loriot. Bonjour Antoine Beauchamp. Vous êtes historien, professeur émérite à l'Université de Tours, président de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation et vous êtes l'auteur du livre « Une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score » paru aux éditions du CNRS. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter les évolutions qu'a connues la diététique et elles sont nombreuses. Alors avant de passer à table et de déguster avec vous cette histoire, je vous donne le menu de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous irons du côté de la vallée de l'Indus au Pakistan. Une étude récente de l'un des sites les plus importants du pays, le site de Mehrgarh, nous permet de repenser l'histoire de l'agriculture au néolithique dans la région. On parlera donc de cette étude et de ses conséquences. Mais avant cela, revenons avec vous, Bruno Loriot, à notre histoire des sciences et plus spécifiquement une histoire pas forcément bien connue, celle de la diététique. On va commencer par le début. C'est quoi la diététique? Comment on peut la définir, Bruno Loriot? Alors la diététique, c'est un terme qui apparaît assez tôt dans l'histoire, dans la médecine grecque, dès le 5e siècle au minimum avant Jésus-Christ. Et c'est un terme qui, en fait, désigne tout ce qui est relatif au gouvernement du corps. Et d'abord dans un contexte qui est celui de la thérapeutique. Donc le point de départ de la diététique, c'est qu'elle est une des 3 voies de la guérison, avec la chirurgie et avec la pharmacologie. Si on fait un détour du côté de l'étymologie, je crois que ça veut tout simplement dire en grec l'hygiène de vie. En gros, oui, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire le choix en fait qu'on fait, l'arbitrage qu'on fait. Les arbitrages qu'on fait sur sa vie. Et qui vont avoir des conséquences sur notre santé. Vous dites dans votre livre, Bruno Loriot, l'histoire de la diététique ne semble guère prisée par les praticiens eux-mêmes. Et c'est vrai, quand on pense à l'histoire de la médecine, on pense à l'histoire de la chirurgie, à l'histoire de la pharmacopée. Oui. Et on oublie que l'alimentation, la diététique était l'un des 3 piliers de cette médecine antique. Comment on explique que la diététique soit un tel impensé, un tel angle mort dans l'histoire de la médecine ? Dans l'histoire de la médecine, enfin, en tout cas dans l'histoire de la médecine écrite par les médecins, je dirais, bon, sans vouloir les charger d'aucune manière, bien entendu, mais c'est aussi lié au fait qu'au moment où ces médecins écrivent, la diététique est déjà très marginalisée dans la culture médicale officielle, disons. Elle est devenue quelque chose d'assez... presque le fait d'amateurs ou de praticiens très minorisés. Et donc, du coup, on s'y intéresse peu, sauf de manière peut-être un peu sarcastique, on va dire. Donc, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de travaux très approfondis menés par les médecins. Par contre, les historiens ont travaillé dessus. Il ne faut pas... Les historiens des sciences, les historiens de la médecine qui n'étaient pas des médecins ont travaillé beaucoup là-dessus, mais de manière un petit peu fragmentaire. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est rassembler un peu tout ça. C'était très prétentieux parce que, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Et le livre est gourmand, il fait son poids, il fait sa taille. Alors, on va pas parler, bien sûr, de toute l'histoire. En 25 minutes, une demi-heure, c'est impossible de raconter toute l'histoire de la diététique. Mais on va quand même rappeler les fondements hippocratiques de cette diététique-là. Sur quelle conception du corps et quelle compréhension du corps, telle que le pensait Hippocrate, repose la diététique? Oui, alors, effectivement, les premiers textes qu'on a, c'est ceux d'Hippocrate ou attribués à Hippocrate, ce qu'on appelle le corpus hippocratique, dans lequel vous avez plusieurs traités qui traitent de la diététique, dont un qui s'appelle Diaïta, donc justement, c'est-à-dire le régime. Donc on traduit par le régime. C'est des textes qui nous permettent de voir un peu quels sont les fondements de cette première diététique, en quelque sorte. Un premier fondement, c'est un peu, je dirais, la correspondance qui existe entre le corps microcosme et l'univers macrocosme à travers ce qu'on appelle les qualités premières, chaleur, humidité, qui se combinent à la fois dans les éléments
qui constituent le monde et dans les aliments Mhm. qui font l'alimentation et qui finalement aussi constituent ce qu'on appelle les humeurs, c'est-à-dire ces fluides qui circulent dans le corps. Donc tout ça crée un jeu de correspondance et un des objectifs de ceux qui écrivent sur l'alimentation et la santé, sur la diététique, donc à l'époque d'Hippocrate et après, à l'époque de Galien, c'est d'essayer d'étudier toutes ces correspondances, de faire jouer toutes ces correspondances, de voir de quelle nature elles sont, quelles conséquences ça a sur le traitement de tel malade, ou au contraire sur le fait de maintenir tel patient en bonne santé. C'est le deuxième aspect de la diététique, donc un point de départ qui est celui plutôt de la thérapeutique, et puis un point qui arrive assez rapidement, où il s'agit au fond de ce qu'on appellera l'hygiène, du nom d'ailleurs d'un traité antique aussi de Galien, qui consiste à essayer de maintenir cette bonne santé, y compris par l'alimentation. Ce qu'on appelle, pour parler de façon un peu chic, l'homéostasie, voilà, maintenir un état de stabilité et de santé. De santé, qui est un état. Alors, on a imaginé que les Grecs voulaient qu'il y ait une sorte d'état absolu qui serait l'état de santé absolu, mais ça, c'est pas exactement ça. La santé, c'est un équilibre qui est à la fois stable mais instable aussi, donc menacé sans cesse, et il faut sans arrêt essayer de trouver un moyen de le maintenir. Donc dans le cadre par exemple de ce qu'on appelle les tempéraments, qui sont... Tempérament, ça veut dire un mélange. Donc un mélange de qualité première, chaud, froid, sec, humide, enfin ça dépend. Et là, ces tempéraments, sanguins, phlegmatiques, Bilieux. oui, c'est ça, bilieux, donc colérique, Mélancolique, oui. Et puis j'en oublie Mélancolique. Mélancolique, bien sûr, sûr. la bile noire, la trabile. Eh bien, ces tempéraments, ils définissent le profil d'un individu. Donc, dans bien des cas, heureusement, on doit juste faire attention à le maintenir. Dans certains cas, il faut le corriger parce qu'il y a un excès. Et l'alimentation peut servir à ça. Alors, ça nous paraît exotique et moi j'ai envie de comprendre quel pourrait être mon menu si par exemple je me définis comme, je sais pas, mélancolique ou colérique, j'ai 37 ans, voilà. Quel menu me recommanderait Hippocrate en fonction justement de ces associations entre le cru, le cuit, l'amer, le doux, le chaud, le sec, l'humide, l'humide, le sec et le chaud et le froid. Voilà. Quel serait un menu type en fonction d'un tempérament donné? Alors, mettons que vous êtes mélancolique. Ouais, Mettons que vous êtes pas me mélancolique. cacher. J'avais cru le comprendre. Donc, vous avez donc un tempérament qui est très majoritairement constitué de froid et de sec. Et par conséquent, si vous êtes en bonne santé, on va essayer d'avoir un régime alimentaire qui ressemblerait qui serait lui aussi froid et sec, constitué d'aliments froids et secs. C'est compliqué parce qu'il faut les cuisiner, donc ça les réchauffe. Enfin, vous voyez, c'est assez compliqué. Ouais. C'est assez compliqué. Et bon, par exemple, on va prendre du porc, aliment froid et sec, issu de la terre, qui elle-même est froide et sèche. Donc, c'est l'origine qui souvent détermine le profil, en quelque sorte, en qualité première des aliments. Et puis, par exemple, comme céréales, on va vous faire par exemple des lentilles, mettons. Et donc, vous allez vous régaler de petits salés aux lentilles. C'est peut-être pas de saison aujourd'hui, mais bon, voilà. Mais par contre, si vous devenez malade, là, il faut compenser avec des choses qui sont chaudes et humides. Donc, par exemple, une bonne volaille avec un bon verre de vin fera parfaitement l'affaire. Je lisais en préparant cette émission donc, que les vieillards de tempérament froid pourront boire davantage de vin réputé chaud que les jeunes gens qui sont généralement de tempérament chaud et sanguin. Voilà, il y a tout un tas de typologies et d'alimentation qui est adaptée, comme on le comprend avec Hippocrate, voilà, à ces tempéraments et à ces combinaisons d'humeur. Cette façon de concevoir la diététique, Bruno Loriot, elle va durer longtemps parce que la tradition médicale hippocratique est largement ancrée et dure
un bon millénaire, plus d'un millénaire. Il y a quand même des petites évolutions. Comment on peut décrire cette évolution jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle de la diététique? Quels vont être les apports, les ajouts, les modifications? Alors, c'est effectivement, on a l'impression que ça se fait à la marge. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent finalement c'est une stabilité complète, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que d'abord, les textes qu'on a à sa disposition évoluent. C'est pas un corpus qui se transmet comme ça intact de l'Antiquité, par exemple, au Moyen Âge, puis à l'époque moderne. C'est ça que j'ai essayé de faire aussi, c'est un peu de voir comment les choses étaient venues, étaient arrivées de manière un petit peu désordonnée, incomplète. Quelquefois, il y a des textes qu'on n'a jamais récupérés. Une grande partie de la diététique antique a disparu corps et biens. Et donc, on ne sait pas très bien ce que c'était que cette diététique non hippocratique qui existait et non galénique. Parce que c'est Galien surtout qui a été la référence. Mais grâce aux traductions depuis le grec et surtout avant même depuis l'arabe, on a pu récupérer un certain nombre de textes. Ce qui change, c'est incontestablement le rapport à la réalité, parce que la réalité change. La réalité des pratiques alimentaires change. La réalité sociale se modifie. Comment font les médecins? Ils s'adaptent. Et c'est là où on voit que il y a forcément une évolution du discours diététique qui, sur ses fondements, reste le même, sur ses principes, reste le même, mais sur ses expressions diffère beaucoup. Par exemple, on va avoir le fort développement d'une cuisine pour les malades. Alors je dis une cuisine, ça veut dire des recettes. Des recettes qui sont écrites par des médecins. Des médecins qui s'intéressent à la guérison des malades, mais qui s'intéressent aussi au processus culinaire qui aboutit à ces plats. Et ce processus culinaire, parce qu'il est culinaire, parce qu'il s'agit de servir à manger, il intègre forcément des notions comme le plaisir, par exemple. C'est-à-dire que des chefs étoilés, comme aujourd'hui on en connaît, des Thierry Marx, des Maurice Sacco, pourraient être des médecins à cette époque-là et avoir la double casquette de cuisinier et médecin. Alors, je ne pense pas que le cuisinier soit un médecin, mais en tout cas, il est souvent dans les grandes cours surveillé par des médecins et disons qu'il a la possibilité d'avoir en stock des recettes, en fait, qui sont des recettes pour malades. D'ailleurs, il y en a dans les livres de cuisine, mais qui sont beaucoup plus sommaires que celles qu'on trouve écrites par des cuisiniers. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette histoire de la médecine n'est absolument pas décorrélée de l'histoire qui l'environne. Absolument. Et de l'histoire culturelle qui l'environne, puisque l'histoire de la gastronomie aussi, elle évolue, avec l'arrivée des épices, de nombreuses épices, avec la complexification des sauces. Alors tout ça, ça a un rôle aussi dans l'histoire de la diététique, Bruno Loriot? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les médecins jouent un certain rôle. C'est-à-dire le premier livre de cuisine occidental non lié à Rome, non lié à Pissus, au reste de l'Antiquité, proprement médiéval, si vous voulez. On a pensé pendant longtemps que c'était XIVe siècle, mais en fait c'est XIIe siècle, et en fait c'est quelque chose qui est dans un manuscrit médical. C'est des recettes qui apparaissent dans un manuscrit médical. Mais c'est des recettes culinaires, très clairement. Et là, pas à but médical, à but exclusivement, disons, gastronomique, si on peut dire les choses comme ça. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que effectivement, il y a eu un impact de la réflexion médicale sur, disons, la considération qu'on porte à l'alimentation. C'est quelque chose de central. C'est au centre. Et ça, c'est un peu le point commun depuis le début, depuis Hippocrate jusqu'au XVIIIe siècle, on va dire. Alors, on y arrive au XVIIIe siècle, puisque, je le disais, cette histoire, elle est longue, elle est foisonnante. On va se concentrer sur cette période-là, XVIIIe, XIXe siècle, parce que ça a un rôle important et très, très capital, finalement, pour comprendre l'évolution de la diététique et sa transformation. Au XVIIIe siècle, on va partir d'un phénomène qu'est la digestion. Oui. Quelle compréhension on en a et pourquoi, finalement, tout d'un coup, il y a une passion digestion qui se crée chez ces savants modernes? Alors, il y a déjà eu un moment où ça s'est fait. C'était dans l'Antiquité.
il y a eu un débat sur qu'est-ce que c'est la digestion, de quelle nature est le processus digestif. Donc certaines personnes ont dit que c'était une trituration, c'est-à-dire un phénomène mécanique. Érasistrate, par exemple, donc d'Alexandrie. Et puis d'autres, comme Galien, qui va finir par l'emporter sur le long terme, a dit que c'était une cuisson, un travail de l'estomac et d'autres organes qui consiste à chauffer, et par conséquent, comme dans un four, à faire que les aliments se digèrent et se transforment en substances assimilables par le corps. Bon. Ça a été la théorie dominante, aussi bien d'ailleurs dans la diététique occidentale que dans la diététique, par exemple, qui s'écrit en arabe, qui est très importante pour le Moyen-Âge. Et brusquement, au XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, ça repart. Le débat repart. C'est pas les mêmes acteurs forcément. C'est pas exactement les mêmes termes. C'est trituration, donc toujours le côté mécaniste. C'est normal. Il y a une philosophie de la nature très mécaniste, une tendance de la philosophie de la nature très mécaniste, mais il y a une tendance aussi de la médecine très chimique. Et donc c'est trituration contre fermentation. Et là, c'est des débats mais extrêmement virulents et qui mettent en jeu des personnes qui sont très importantes. Les plus grands médecins du temps s'intéressent à ces questions-là. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait étonnant. Et puis c'est assez virulent. Il y a un exemple où un partisan de la trituration, un partisan de la fermentation déclare que le papier, l'article écrit par un autre, par un adversaire, c'est un... Pardonnez-moi. Allez-y, on va vous se boucher les oreilles. C'est une carta cacata, ce qui veut dire un papier merdeux, en gros. Bon, aujourd'hui, on n'a plus ce genre. Bon, mais c'est pas la trituration qui l'emporte, c'est la fermentation. Et donc, ça veut dire que désormais, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du corps au niveau de ce processus de fermentation, c'est-à-dire le suc gastrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Là, ça conduit ces savants à faire des expériences toutes plus voilà. impressionnantes les unes que les autres, voire un peu agressives, on va le dire. Comment ils s'y prennent justement pour essayer de faire cette démonstration de la fermentation qu'est la digestion? Oui, alors ils essayent de démontrer que la trituration est impossible. Ils prennent un exemple qui est le premier exemple qui est pris, c'est celui des rapaces, pour voir un peu... puisque on trouve dans le gésier des rapaces, on trouve des petites pierres. Et donc, les partisans de la trituration avaient trouvé que c'était la preuve. Et donc, il y a des expériences très simples qui sont faites, qui permettent de voir que, au fond, si on se contente de chauffer, ça ne suffit pas à donc détruire la pierre, et que si on se contente de triturer d'une certaine manière, ça ne permet pas non plus de supprimer ces petites pierres. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a un phénomène de fermentation, et on va voir même des chercheurs, je dis chercheurs, c'est un terme impropre, des savants, c'est même des érudits en fait, italiens comme Spallanzani par exemple, faire une auto-expérience où il examine son propre suc digestif en se faisant vomir lui-même. Alors vous voyez, c'est pas des expériences comme on en ferait aujourd'hui, mais enfin quand même, il y a cette nouveauté que on essaye de se baser sur des expériences. Voilà, c'est la méthode expérimentale finalement qui prend vraiment le dessus, et à partir de ça finalement on découvre plein d'éléments, les micronutriments, les vitamines. Alors là on saute, on avance dans cette émission parce qu'il faut arriver au 19e siècle et à un élément clé pour comprendre finalement la transformation radicale que connaît la diététique au 19e siècle en nutrition, en sciences de la nutrition. C'est la mise au point d'un concept qui est le concept de la calorie. Alors c'est un concept qui vient de
voilà, de la physique. Tout à fait. La calorie, c'est la chaleur, ça s'évalue avec un calorimètre. C'est ça. Lavoisier, voilà, le grand chimiste, lui, voilà, bossait sur cette notion-là, travaillait sur cette notion-là. Comment on peut expliquer justement l'importance qu'a cette notion sur l'évolution de la diététique? Alors, il y a des raisons qui relèvent effectivement de l'histoire des sciences. Il y a peut-être des raisons qui relèvent aussi de l'histoire générale. Le modèle sous-jacent au calorimètre, c'est la machine à vapeur, d'une certaine manière. Et donc, ça veut dire c'est la base de la première révolution industrielle. Et d'ailleurs, Lavoisier et d'autres ont en tête ce schéma et cette référence. Et Lavoisier dit même que réfléchir à cette mesure de l'énergie, c'est-à-dire réfléchir à la dépense de l'énergie, c'est très important pour faire en sorte que les travailleurs, par exemple, qui sont à la base de cette révolution industrielle, aient une alimentation suffisante. Et c'est quelque chose qui va être complètement sous-jacent au succès de la calorie, qui est une notion facile à comprendre, sinon à quantifier. Des fois, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Et c'est une notion qui, à la fois, renvoie à la société d'une certaine manière, voire même est politique. Parce que c'est la calorie qui va être un instrument, par exemple, des politiques internationales en matière, alors j'ose pas dire diététique, mais nutritionnelle, en matière de santé quand il est question d'alimentation, dès après la Première Guerre mondiale, peut-être même dès la Première Guerre mondiale. Comment on glisse de la diététique à la nutrition et quelle distinction vous pouvez faire, Bruno Loriot, de ces deux termes-là? Alors, je dirais, pour aller vite, que la diététique, c'est forcément quelque chose d'individualisé, même s'il peut y avoir des catégories, parce qu'on évoquait les tempéraments, mais les tempéraments, ça peut changer en fonction de la saison, en fonction de l'âge, en fonction de l'exercice qu'on fait, etc. La diététique, c'est pas uniquement l'alimentation, c'est tout cet ensemble. Donc c'est forcément individualisé, forcément plutôt qualitatif, même s'il y a des intensités dans les qualités premières. Bon, on va pas discuter les détails. Mais la nutrition, elle, c'est forcément quelque chose de quantitatif, on l'a vu, puisque on construit les expériences, on construit les instruments pour mesurer dans cet âge de la science expérimentale. Donc c'est forcément quelque chose de collectif aussi, parce que ce qu'on vise, c'est une alimentation qui serait bonne pour tout le monde d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, Bruno Loriot, dans cette histoire et dans cette évolution de la diététique, c'est qu'on se rend compte finalement que ce sont des expériences en biologie, en physique, en chimie, en physiologie, qui vont modifier notre rapport à l'alimentation, qui vont faire de cette approche-là quelque chose de plus scientifique peut-être, selon les critères du 19e siècle. Et comme vous le dites, voilà, on va vers quelque chose de plus quantifiable, avec des tables alimentaires, des tables qui vont mesurer les apports vitaminiques, glucidiques, protéines, voilà, etc. exactement. Donc les macronutriments. Il y a des noms même de l'agriculture industrielle comme Liebig, donc cet Allemand qui va lui aussi mettre au point voilà, des aliments de substitut. Donc tout ça finalement accompagne ces développements industriels. Et voilà. Alors, au XXe siècle, comment ça évolue ça après cette quantification de la diététique et ce passage vers la nutrition? J'ai l'impression qu'il y a des voix qui soulignent le fait que faire reposer entièrement notre alimentation sur la science est une erreur, est une impasse. On va en venir du coup à cette archive que vous avez choisie. On y arrive un peu tard d'ailleurs aujourd'hui dans Science Chrono. C'est rare de diffuser l'archive aussi tard, mais c'est le déroulement de l'émission qui veut ça. On écoute la voix de Jean Trémolière, qui est le créateur du premier laboratoire de nutrition humaine en France. Et lui aussi, donc il faisait partie de ces voix qui s'élevaient contre la scientifisation de l'alimentation. Il répondait aux journalistes de l'émission Vivre en France, diffusée le 16 janvier 1971 sur l'ORTF. Vous savez, l'alimentation reflète ce qu'est une société. Par conséquent, toutes les crises de la société, on peut dire, se reflètent dans l'alimentation.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut en dire que ce qui est très grave, c'est que on croit encore trop que l'alimentation, c'est quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que la science va nous dire ce qu'il faut manger. Heureusement, l'homme, ça n'est pas le cas, n'est-ce pas? Et quand Figaro dit boire plus que de raison, faire l'amour en tout temps, c'est ce qui nous distingue des autres animaux. Il a parfaitement raison, et même ça ne nous distingue pas des autres animaux. Autrement dit, notre comportement alimentaire, il n'est pas rationnel. Nous sommes guidés par le plaisir, n'est-ce pas? Et ce plaisir, il va très loin parce que, dans la mesure où nous savons nous écouter, nous nous réglons très bien. Et derrière le plaisir que nous trouvons à manger, nous trouvons le type d'homme, n'est-ce pas, que nous voulons être. Et même derrière le type d'homme, le type de famille, le type de société que nous voulons être. C'est bien qu'une société, ça se construit autour de l'évolution de son alimentation. Voilà, Bruno Loriot, la voix de Jean Trémolière. Jean Trémolière que vous évoquez à la fin de votre livre. Pourquoi avoir fait le choix de ce personnage-là pour conclure votre écrit? Il me semble qu'il est un peu emblématique de ce qui s'est passé au XXe siècle. C'est quelqu'un qui au départ était un partisan de l'alimentation rationnelle. Il a fait partie d'une expédition américaine en Crète où les participants ont trouvé que c'était scandaleux ce que mangeaient les Crétois. C'était des Américains, les gens scandalisés, c'est ça? Comment? C'était essentiellement des Américains, les gens scandalisés par le régime. Oui, des mais Crétois, lui, il suivait parce que c'était le modèle dominant venait des États-Unis, le modèle nutritionnel dominant, les modèles nutritionnels dominants. Mais du coup, ils se sont rendus compte que les Crétois ne mangeaient pas du tout de viande ou très peu, qui mangeaient pas du tout de beurre ou même pas du tout, hein. Et donc, et que néanmoins ils vivaient très vieux. C'était le régime crétois qui est devenu la diète méditerranéenne et qui aujourd'hui a un grand prestige que ensuite les cardiologues ont adopté, défendu, etc. Et il s'est rendu compte qu'au fond, ce qui comptait, c'était le partage, c'était le plaisir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi, bien entendu, hein, ni en quantité ni en qualité, mais néanmoins. Et donc l'évolution de Trémolière, c'est une évolution extrêmement intéressante qui, je dirais, nous aide presque à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce d'éclatement un peu des comportements alimentaires et diététiques, avec une multiplicité des acteurs. Il n'y a pas que les médecins désormais, il y a tout un tas d'experts, quelquefois auto-proclamés, qui aident, d'une certaine manière ou pas, les mangeurs à se trouver un chemin qui est un chemin peut-être à nouveau individuel. Donc peut-être moi je suis assez optimiste. Est-ce qu'on ne reviendrait pas un peu à un peu d'Hippocrate, du coup, dans notre rapport à la diététique? Hippocrate, pas uniquement Hippocrate, mais l'idée, au fond, que il y a un chemin individuel. Je pense qu'elle n'a jamais été oubliée, mais elle était très marginalisée. Elle faisait l'objet presque de railleries parce que c'était des sectes, voilà. Et donc là, d'un coup, ça devient peut-être quelque chose qui peut nous rapprocher, paradoxalement, hein, l'individualisation. Merci beaucoup à vous, Bruno Loriot, pour approfondir le sujet. Je peux que vous encourager à lire Une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score. C'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions du CNRS. Merci encore. Merci à vous.